Ah, mon cher lecteur, prends patience et crois fermement que ce qui est écrit ici est vrai et authentique. Je t'assure qu'il l'est. Je le signerai de mes larmes et aussi de mon sang. Je n'ai rien emprunté à personne. Ce qui est rapporté ici m'est bien arrivé. Encore n'y ai-je mis qu'un résumé, de peur d'ennuyer celui qui me lirait. Mon nom est Jean Conan, fils de Guillaume. Ma mère s'appelait Marie Moellou. Nous étions 8 enfants, mais 5 allèrent, jeunes encore, rejoindre Dieu. C'est alors que j'eus un coup de folie. J'allais m'engager pour aller à Terre-Neuve. C'est l'an 1786, le jour même de Noël, que je fis mon engagement. J'ai rencontré le chevalier Fleuriot de Langle la première fois le 17 juillet 1780 à Plymouth, dans des circonstances exceptionnelles. On nous embarquait sur un paquebot qui devait nous conduire à Morlaix avec 200 hommes, dont une partie de son propre équipage. Je vis un officier s'approcher, de taille moyenne, l'uniforme impeccable. Il paraissait en bonne santé, le teint hâlé, ses traits étaient fins. Il portait une sacoche avec ses affaires personnelles. Il me remarqua immédiatement car je servais d'interprète afin de relayer les ordres des Anglais auprès de nos compatriotes. Parler l'anglais est bien utile. Le navire ayant largué les amarres, il se rapprocha de moi. Je ne le connaissais pas. Il se présenta un peu raide dans ses manières. Chevalier Fleuriot de Langle, capitaine du hussard. Le goff, marin, interprète, scribe à 16 heures, prisonnier depuis 6 mois. Enchanté. J'espère reprendre la mer bientôt. J'aurai bien besoin d'un gars comme toi à bord. On chasse l'anglais d'Ouessant à Cordouan. Vous pouvez compter sur moi, capitaine. Quand nous nous embarquâmes sur le quai, tout le monde versait des larmes. Mais nous restâmes dans la rade jusqu'au lundi de Quasimodo. Je regardais, en m'apitoyant, l'abbaye de Beauport qui n'était pas loin. Je voyais même les moines se promener dans le jardin. Le dimanche de Quasimodo, le canot vint à terre l'après-midi. Je dis qu'il me fallait absolument venir avec les autres. Quand j'arrivais à Paimpol, j'allais au vert en me disant que jamais je ne reviendrais au pays. Les pères et les mères, à l'idée de ne plus revoir leurs enfants, criaient. Les matelots ivres criaient adieu à leurs femmes. Les tambours et les coups de canon retentissaient. Moi, j'avais le cœur saisi et épouvanté, car la campagne de Terre-Neuve est la plus dangereuse à cause des montagnes de glace qui en font périr beaucoup, et du banc de Terre-Neuve qui mesure 100 lieues de large. C'est, sur la mer, l'endroit le plus dangereux du monde. Monsieur Bigot, notre armateur, qui était venu nous conduire avec son canot et 2 de ses gens, fit lever l'ancre et préparer les voiles. Le vent nous était favorable pour à Paris. Nous gagnâmes le large, à 2 lieues de là. Nous nous mîmes en travers, pour que notre armateur et ses 2 domestiques puissent rentrer à la maison. Il nous embrassa tous avant de nous quitter. En secret, il dit au plus ancien, « On a prédit le plus grand des malheurs. » Je vais donc naviguer sur l'Astrolabe. Le capitaine de Langle s'est affairé à adapter le navire pour un long périple. La santé de l'équipage est l'une de ses obsessions. Aussi, la qualité de l'eau est-elle primordiale pour lutter contre le scorbut. Il a installé dans la cuisine du bord une cucurbite, autrement dit, une machine à distiller l'eau, emportée depuis le port de départ et destinée à la purifier par un système d'alambic. Fleuriot de Langle a ajouté à l'arrière de notre navire, sur la dunette, un petit moulin à vent, destiné à moudre le grain, embarqué à bord en complément de la farine prête à l'emploi. Les 2 navires sont armés de 15 canons, de 20 pierriers, avec des quantités importantes de boulets, ainsi que des espingoles, des fusils grenadiers, des pistolets, des haches, des piques. Les vivres embarqués à Brest sont prévus pour 3 années, au lieu de 4. Cela représente 350 tonneaux sur chaque navire, qui compte une centaine d'hommes d'équipage. À cela, il convient d'ajouter des vêtements de rechange, des souliers, des draps, des bas, des bottes, des ancres, une 12aine sur chaque vaisseau. Il faut aussi ajouter le nécessaire au troc avec les peuplades que nous allions rencontrer. Les objets de traite, comme on dit, en référence avec ce qui se pratiquait pour les navires commerçants avec l'Afrique, c'est-à-dire des clous, 2000 haches, des marteaux, des scies, des limes d'acier, des râpes à bois, des miroirs, des grains de verre de couleur. Je n'oublie pas tout ce que les savants et le jardinier nous ont fait embarquer. Des graines par boisseaux, des noyaux, des pommes de terre, ainsi que des serres pour les plantes que nous nous proposions d'échanger ici ou là. Il y avait aussi des animaux avec du foin et des graines pour plusieurs mois, c'est-à-dire pas moins de 5 vaches attachées au pied du grand mât, 30 moutons installés dans le grand canot,
20 cochons amarrés sur les passes avant et entre les canons, 200 poules dans des cages. Pour compléter cet étrange aréopage, il ne manquait plus que les savants. Nous n'attendions plus que le commandant de l'expédition, Monsieur de la Pérouse. Enfin, il y avait 9 semaines que nous étions ballottés de droite et de gauche quand nous aperçûmes le banc de Terre-Neuve. Pour le traverser, il y a 100 lieues à faire, et de toutes les mers, c'est la plus dangereuse. Quelques jours plus tard, nous dépassâmes la latitude de Boston. Vers le 20 juin, nous étions près de Terre-Neuve. Nous nous demandions bien où nos capitaines allaient nous emmener. Bien que nous fussions en été, la température n'était pas très élevée et les hommes grelottaient. Nous ne disposions que de très peu de vêtements chauds. On décida de sonner la cloche pour que tous viennent prier. On chanta le Veni Creator et ensuite les prières, pour que Dieu vienne nous éclairer et nous permette de traverser le banc sans naufrage. Quant à moi, je commençais à me rassurer quand j'entendis que nous n'étions qu'à 100 lieues de Terre-Neuve. Le vent, grâce à Dieu, était devenu moyen pour nous apporter une petite satisfaction. C'est alors que le capitaine de l'Ambre nous annonça qu'il venait d'ouvrir la lettre cachetée contenant les instructions secrètes concernant cette expédition. Le roi Louis nous avait confié la mission de nous rendre dans la baie d'Hudson afin d'y déloger les positions anglaises. Le jour du Saint-Sacrement, vers le point du jour, nous eûmes le plaisir d'apercevoir Terre-Neuve. Mais le vent se calma tout à fait. Nous restâmes toute la journée comme si nous avions mouillé l'ancre. Nos voiles pendaient, comme le font les bannières. Toute la journée, elles battaient les mâts. Nous voyions parfaitement la terre, mais impossible d'approcher, car sur 4 lieues, tout était gelé. Après avoir passé Terre-Neuve, nous pénétrâmes dans la baie des Esquimaux, le 3 juillet, dans une brume à couper au couteau. Des glaces flottaient le long de la coque de l'Astrée. Nous naviguions sans cesse avec la cloche afin de signaler notre position aux 2 autres navires, que nous avions toutes les peines du monde à distinguer. Il fallut même certains jours tirer des coups de canon, car nous ne percevions plus le moindre mouvement des 2 autres vaisseaux. Nos vigies étaient sur le qui-vive jour et nuit. Nous devions louvoyer en permanence entre des montagnes de glace dérivant majestueusement en fonction des vents et des courants. Des manœuvres incessantes étaient éprouvantes pour l'équipage et le navire. La glace avait de 10 à 12 pieds d'épaisseur et de largeur, et il était impossible à un bâtiment d'approcher. Il fut décidé d'armer notre grande chaloupe pour que 12 hommes partent préparer un havre pour le moment où nous pourrions approcher. Le bateau fut équipé et les 12 hommes désignés. On y embarqua aussi Chafautec, le criminel. On leur donna de quoi vivre pour 8 jours, puis ils partirent à la grâce de Dieu. Quant à nous, nous mîmes ce jour-là une grande voile neuve à notre bâtiment pour avancer facilement quand le vent se lèverait. Le 17 juillet, enfin une éclaircie. Nous pûmes observer la côte. La Pérouse nous avait demandé de prendre la tête de cet étrange convoi pénétrant lentement dans le canal de l'Hudson. Il nous suivait à quelques encablures. Plus nous avancions, plus les glaces étaient imposantes, inquiétantes. Certains fragments se détachaient brusquement, provoquant d'immenses remous. Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Les soldats désœuvrés se tenaient serrés les uns contre les autres. Au fur et à mesure que nous avancions, nous avions l'impression que les glaces nous cernaient, nous enserraient. Ce jour-là, nous ne fîmes pas seulement un quart de lieue. À peine avions-nous changé de place, faute de vent, mais nous pensions toujours à louvoyer, en attendant que la glace libère le rivage. Un matin, ça devait être le 19 juillet, impossible d'avancer. Nos navires étaient pris dans les glaces. Impossible même en mettant toutes les voiles d'avancer d'1 pouce. À vrai dire, le vent était tellement faible qu'aucune voile ne se gonflait. Nous étions très contents ce jour-là. Nous voyions la terre, nous voyions les arbres. Nous nous disions même l'un à l'autre, grâce à Dieu, nos malheurs sont terminés. Nous restâmes ainsi quelques jours. Nous descendions à terre, si l'on peut dire, afin d'explorer les environs. L'occasion pour les équipages de se rencontrer après 3 mois de navigation, de se livrer à quelques batailles de boules de neige. Île de Pâques, avril 1786. L'Astrolabe fut la première à trouver d'emblée le meilleur mouillage près de cette île. James Cook y fit une escale en mars 1774 lors de sa seconde expédition dans le Pacifique.
À peine les ancres jetées, des Indiens vinrent à notre rencontre et montèrent à bord. Ils étaient tous presque nus. Seule une feuille cachait pour certains leur partie intime. Nous installâmes sur l'île un petit camp constitué d'une enceinte gardée jour et nuit. Notre séjour sur cette île devait être de courte durée. Quand nous débarquâmes à Chocove, nous aperçûmes des sauvages qui s'étaient massés pour nous observer. En débarquant, quand je voulus marcher, je tombais par terre comme si j'avais été abattu, à cause du mal de terre, et 3 autres, comme moi. Nos camarades durent nous porter sur leur dos, pour monter du rivage vers les sauvages. Mais arrivés en haut, nous fûmes laissés là. Nous priâmes le capitaine anglais de nous amener jusqu'à la cime, mais il répondit qu'il n'y avait que 4 lieues par la terre. Nos camarades lui dirent: qu'allons-nous faire de ces 4 hommes? Nous allons être obligés de les abandonner sur place, au risque d'être dévorés par les sauvages. Nous ne pouvons pas les porter à travers bois, et eux, ils ne peuvent marcher. Maître Queen répondit: à la scie, il y a des Français, qui sont obligés d'assurer vos mouvements. Nous ne le sommes pas. Quand vous leur direz que vous avez à Chocove 4 malades, incapables de marcher, ils viendront demain par mer les chercher. Je ne pense pas que les sauvages leur fassent du mal, car ils ont l'habitude de voir des gens naviguer et mouiller ici quand ils en ont besoin. Et les sauvages ne les attaquent pas. Voici des biscuits, donnez-en 4 à chacun, cela suffira jusqu'à ce que l'on vienne les chercher par mer. Bonne chance, Français. Nous allons vous laisser, nous vous disons adieu pour la dernière fois. Le bâtiment anglais partit, de même que le camarade valide, en nous abandonnant tous les 4. Nous, quand nous vîmes les Anglais et les Français partis, nous allâmes chez les sauvages à leur cabane. Ils nous approchèrent du feu pour nous réchauffer. Mon cœur était saisi, je ne faisais que trembler. 2 groupes furent constitués. Je fis partie de celui dirigé par Delangle, qui pénétra plus profondément vers l'intérieur de l'île afin de l'explorer. Nous avions amené avec nous des graines de Bretagne que nous semâmes pour un petit lopin qui nous semblait contenir une terre bien plus fertile et humide que celle que nous avions rencontrée jusqu'à présent. Fleuriot Delangle me demanda de noter tout ce qu'il allait me dicter afin d'établir un rapport pour Monsieur de la Pérouse. Nous prîmes vers 8 heures un chemin se dirigeant vers l'est de l'île, sur des collines. Nous découvrîmes que les Iliens cultivaient dans une terre végétale des ignames et des patates. Notre jardinier y sema des graines de choux, de carottes, de betteraves, du maïs et des citrouilles. Arrivés à la pointe sud de l'île, nous découvrîmes un ancien volcan dont la circonférence devait avoisiner 2 tiers de lieue. Le fond était marécageux et constitué de plusieurs lagunes d'eau douce. Le père receveur se décida à y descendre afin de cueillir quelques plantes. Il y découvrit des bananiers et des mûriers, ainsi que les seuls oiseaux que nous avions pu, sur cette île, observer, des hirondelles de mer. Les grandes statues, aperçues dès notre approche de l'île, nous intriguaient. Au sud de l'île, nous en avions trouvé plusieurs, renversées et abandonnées. Nous prîmes des mesures. Elles faisaient environ 16 pieds de haut pour les plus grandes, 6 pieds dans le sens de la largeur, au niveau des épaules des personnages. Elles ressemblaient à nos menhirs bretons, mais elles étaient sculptées en leur partie supérieure avec la forme d'un visage taillé à la hache. Au pied de ces statues, nous avons trouvé des ossements. Les sauvages discutaient, mais nous ne les comprenions pas. Nous ne disions rien. Nous étions incapables de parler. Je pensais leur offrir une partie de mes biscuits. C'est à l'heure qu'ils partirent. Ils s'en allèrent tous. Son âme allait au ciel, nous expliqua un vieil homme. La santé de l'équipage est l'une de ses obsessions. Aussi, la qualité de l'eau est-elle... Allez. Tiens.